Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous allons continuer maintenant sur la mécanique analytique. Donc considérons maintenant une force qui dérive d'un potentiel. Quand une force dérive d'un potentiel, l'intensité de la force ne dépend que de la valeur du potentiel en ce point et de la variation de ce potentiel. On peut l'écrire comme F égale moins dV sur dx, V étant le potentiel, et ceci étant la variation du potentiel avec la position, qui donne alors, au signe près, qui donne alors la force qui est appliquée, correspond à ce potentiel. Beaucoup de forces dérivent d'un potentiel. C'est le cas de la force coulombienne, qui dérive du potentiel électrostatique, ou de la force de la gravité, au moins dans la théorie newtonienne, qui dérive du potentiel de gravitation. L'équation du mouvement prend alors une forme très simple. La masse fois x dot dot, l'accélération, est égale à la force, c'est-à-dire moins dv sur dx. Et si on calcule l'énergie cinétique, alors on obtient simplement avec, comme précédemment, d sur dt, la variation de l'énergie cinétique avec la position, avec x dot, moins d, la variation de l'énergie cinétique avec la position, est égale à la force, c'est-à-dire dv sur moins dv sur dx. On peut faire passer, puisqu'on a essayé de dériver par rapport à x, on peut faire passer ce terme-là du côté gauche, on peut même le faire aller là. Parce que la dérivée par rapport à x dot du potentiel va donner 0. Le potentiel dépend uniquement de la position et ne dépend pas des vitesses. Et donc, cela prend la forme d sur dt fois dl sur dx dot moins dl sur dx égale 0, où L est simplement T moins V, le potentiel. Et la fonction L égale T moins V est appelée le Lagrangien, qui est donc ainsi défini en toute généralité, et l'équation de Lagrange est donnée ici. On peut facilement généraliser ça en utilisant les travaux virtuels. On démontre aisément la relation générale, ou, ça je vous laisse éventuellement le faire si ça vous intéresse, le démontrer de manière générale, dqk dot, dqk, et on a ainsi l'équation générale pour un système décrit par un Lagrangien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi relier cela à un principe variationnel. Alors qu'est-ce que c'est? C'est comme le principe de Maupertuis, le principe de moindre action. On a une trajectoire, on étudie les variations possibles et on fait alors des constats. Cela fut précisé de manière rigoureuse par Hamilton en 1834, donc au début du 19e siècle. Par facilité, on note Q, grand Q, la matrice de toutes les positions, Q1 jusqu'à QK, donc une matrice colonne, une matrice ligne, donc on les note de manière collective. Et bien sûr, pour les Q dot, on a un grand Q dot pour les vitesses. Et alors le Lagrangien, qui dépend de l'énergie cinétique et du potentiel, en toute généralité, dépend de Q dot et de T, du temps. On a donc ainsi une formulation assez compacte. On définit ensuite l'action, on l'appelle aussi action hamiltonienne, entre deux instants T1 et T2. On définit l'action comme étant l'intégrale, donc les sommes du Lagrangien pour chaque instant, petit instant dt, le long de la trajectoire. Considérons maintenant une variation de cette trajectoire, c'est-à-dire qu'on va faire varier les positions.
delta Q. On définit aussi une variation des vitesses, delta Q dot, qui est donnée simplement par d sur dt de delta Q. On obtient alors la variation qui correspond de l'action, T1 à T2, la variation du Lagrangien avec Q fois la variation de Q, plus la variation du Lagrangien avec Q dot, fois la variation de Q dot, le tout multiplié par dt. Et on intègre de T1 à T2. On peut faire une intégration par partie. On obtient alors un terme constant, dl sur dq dot fois delta q, calculé entre T1 et T2, donc fait la valeur pour T2 moins la valeur pour T1, plus l'intégrale de T1 à T2 de dl sur dq moins d sur dt dl sur dq dot fois delta q dt. Ainsi, on a éliminé le delta q dot et on a une intégrale qui ne dépend que de delta q. Cette relation est intéressante parce que d'abord, ici, on retrouve l'équation de Lagrange. Donc, pour une trajectoire physique, sa valeur est nulle. De plus, si on impose des variations de trajectoire, comme ceci, donc on a une trajectoire physique, on impose des variations de trajectoire entre les deux points T1 et T2, de telle manière à ce que la position reste la même au point T1 et T2. Donc on part du même point, on arrive au même point en suivant des trajectoires différentes avec le delta Q qui est donné ici. Et donc delta Q est égal à 0 en T1 et T2, ce qui veut dire que ce terme-là vaut 0. Et donc on aboutit au résultat très simple. Si l'équation de Lagrange est vérifiée, elle vaut 0, et donc dans ce cas-là, la variation de l'action est 0. Ce qui veut dire que si on fait varier légèrement la trajectoire autour de la trajectoire physique, alors la variation de l'action est nulle. C'est-à-dire que l'action est stationnaire. Elle présente soit un maximum, soit un minimum le long de la trajectoire physique. Et donc elle forme une courbe. Donc si on traçait la valeur de l'action en fonction des différentes trajectoires, pour la trajectoire physique, on obtiendrait par exemple un maximum et l'action prendrait cette forme-là. Et donc, en cet endroit-là, elle est horizontale et donc ne varie pas pour une petite variation infinitésimale autour de la trajectoire physique. On dit que l'action est stationnaire pour la trajectoire physique. Inversement, si delta S égale 0, ceci étant 0, alors l'équation de Lagrange doit valoir 0. Et donc, le fait que l'action soit stationnaire permet de retrouver la trajectoire physique, c'est-à-dire l'équation de Lagrange. C'est en cela qu'on dit que les équations de Lagrange ou la physique dérivent d'un principe variationnel avec une action définie à partir d'un Lagrangien. Considérons maintenant quelque chose d'assez important. Supposons que le Lagrangien soit invariant sous certaines transformations. Les transformations vont former un certain groupe de transformations. Par exemple, si on fait une translation de tout, mais de tout, hein, donc tous les objets, tout ce qui peut influencer est déplacé. Si le Lagrangien reste identique, on dit qu'il est invariant sous le groupe des translations.
ça forme un groupe, puisque la combinaison de deux translations est une translation. Il y a la translation identité qui est ne pas bouger, et à toute translation correspond à un inverse, qui est la définition des groupes en mathématiques. Et donc, si le Lagrangien est invariant sous certaines transformations, sous un groupe G, alors pour toutes les transformations delta J correspondant à ce groupe d'invariance, le Lagrangien sera invariant sous toutes ces transformations delta J. Alors, soit delta J fois S entre un point A et un point B, l'action. Delta J de S de A à B. Alors on sait que cette variation sera nulle pour une trajectoire physique. Et on va définir PK égale la variation du Lagrangien avec QK. Ceci, la variation du Lagrangien avec la position, est appelée le moment conjugué de QK. On l'appelle aussi impulsion généralisée. Si QK est simplement une position, au sens habituel du terme, alors le moment conjugué n'est rien d'autre que l'impulsion classique habituelle, masse fois vitesse. Et donc, on en déduit, en utilisant les relations de Lagrange, que ceci est égal à la somme de PK delta J QK mesuré en B moins la même chose mesurée en A. Comme c'est égal à 0, ça veut dire que cette somme-là est nulle. Et donc, que si on définit, ou plutôt, pardon, elle n'est pas nulle, elle est constante. Elle a la même valeur en B et en A. Et donc, on peut définir la quantité UJ comme la somme des PK variation delta J de QK. Et cette quantité est une quantité invariante. Elle est conservée. Au cours du mouvement, elle garde toujours la même valeur. C'est un avatar d'un théorème général appelé théorème de Noether à un groupe d'invariance. Ici, le groupe d'invariance du Lagrangien correspond, pour chaque transformation invariante, chaque type de transformation invariante, par exemple les 3 translations dans l'espace, correspondent des quantités invariantes définies comme ceci. C'est donc aussi des constantes du mouvement. Connaître les constantes du mouvement est utile parce que lorsqu'on résout un système, choisir des constantes du mouvement ou trouver les constantes du mouvement simplifie souvent les calculs. Et on peut exprimer les solutions en fonction des différentes valeurs possibles des constantes du mouvement. Par exemple, pour la position, pour la translation dans l'espace, la quantité correspondante est l'impulsion classique. Les variations étant la position, la dérivée par rapport à la position étant l'impulsion classique. Et cela conduit à la conservation du moment cinétique. Conservation de l'impulsion. Nous reviendrons sur les notions d'invariance très importantes en physique. Un dernier détail, notons que le Lagrangien n'est pas défini de manière univoque. On pourrait lui rajouter une différentielle totale par rapport au temps, donc dérivée par rapport au temps d sur dt d'une fonction quelconque, absolument quelconque. À ce moment-là, le résultat est le même. Parce que lorsqu'on va calculer la variation de l'action, tout ce que cela va donner, c'est, à cause de la différentielle totale par rapport au temps, on va avoir un terme analogue à celui-là, qui est une simple constante, et qui dépend que du point de départ et d'arrivée, et qui donc garde le caractère stationnaire de la trajectoire physique. Donc, ajouter une telle différentielle ne change pas la physique.
Le Lagrangien n'est donc pas défini de manière univoque, ce qui peut être utile. Nous verrons des cas comme cela, lorsque nous reviendrons sur les notions d'invariance, nous verrons que cette liberté dans l'écriture de Lagrangien est utile. Voilà, alors, jusqu'ici, nous avons étudié des systèmes discrets, c'est-à-dire définis par un nombre fini de grandeurs, comme les positions. Si on veut étudier, par exemple, une position généralisée Q1 à QK, ça pourrait être un certain nombre d'objets avec des positions classiques pour chaque objet. Si nous avons un champ, comme le champ électromagnétique ou autre, ce champ prend une valeur donnée en tout point de l'espace. Et il y a une infinité de points possibles, l'espace étant continu. Il faut donc passer à une formulation continue, ce qui n'est pas le cas ici, où on a un nombre fini de variables de position généralisées. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on appelle le formalisme fonctionnel de la théorie de Lagrange, et nous ferons le passage au continu. Je vous remercie.